Qui est vraiment Mark Carney? Aujourd'hui, on se penche sur celui qui pourrait bien devenir le prochain premier ministre du Canada. Quand on gratte un peu, on tombe sur des détails dont personne nous parle vraiment. On regarde ça. Sam, on est en pleine élection au Canada en ce moment. On fait le portrait de Mark Carney aujourd'hui. On va regarder trois choses. On va regarder son background, son plan économique et on va aussi s'intéresser à son opinion sur le Bitcoin. Parce qu'ici à GNB, on tripe bien gros là-dessus. Tu le sais très bien. Sam, qu'est-ce que tu as déniché sur Mark Carney? On le sait, Mark Carney, des études à Harvard, il a travaillé pour des grandes banques aussi. Tu sais, un background, comme tu dis, assez impressionnant. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est son parcours en tant que gouverneur de Banque centrale. Okay? Écoute bien ça. Il a été gouverneur de la Banque centrale du Canada en 2008. Ça, c'est la grande crise financière qu'on a eue en 2008. Puis, ce qui a fait d'assez incroyable pendant cette crise-là, c'est que, contrairement aux autres banquiers centraux un peu partout dans le monde, ben lui, il a pris action tout de suite en faisant une baisse du taux directeur de 50 points de base, justement pour stimuler l'économie le plus rapidement possible. Tu veux dire, pendant la crise, il a vraiment décidé, on va dire, de slasher, de couper les taux vraiment rapidement, mettons. Exact. Okay. Dès que c'est arrivé, il a baissé le taux directeur de 50 points de base. Okay. Puis, il a annoncé aussi qu'il allait garder les taux bas pour au moins 12 mois. Donc ça, il a annoncé ça justement pour garder la confiance des entreprises, la confiance de l'économie canadienne. Puis le résultat que ça, en fait, ça a eu sur le Canada, c'est que le Canada a moins souffert par rapport aux autres pays du G7. Son économie est repartie plus tôt aussi. Ça me rappelle un peu... excuse-moi de t'interrompre, ça rappelle un peu Tiff Macklem qui est en ce moment le gouverneur de la Banque centrale du Canada. Puis pendant la crise de la COVID où les taux ont vraiment baissé drastiquement pour stimuler cette pause-là de l'économie qu'on a eue, il avait aussi dit que les taux allaient rester bas longtemps. Tu sais, ça donne confiance, veut pas, aux acteurs de l'économie que les taux changeront pas pour plusieurs mois. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en ont profité puis se sont endettés avec de l'intérêt qui était très bas. L'inflation est arrivée très rapidement, par contre, contrairement à ce qu'on a vu en 2008. T'sais. Fait que là, le parcours a dû changer. T'sais. Non, c'est ça. Puis c'est le genre, en tant que gouverneur de la Banque du Canada, c'est le genre de truc que tu peux dire, c'est le genre de mesures que tu peux prendre justement pour émettre quand même la confiance aux entreprises que on va garder ça bas justement pour vous aider là, à développer un petit peu plus. Donc, avec toutes ces mesures-là qu'il a prises, le fait aussi que Mark Carney, dans ce temps-là, il est assez jeune, il a une bonne aisance devant les médias, ça lui a comme valu le titre de super vedette un peu de gouverneur de banque centrale. Puis, tellement que la Banque centrale d'Angleterre belge l'a engagé pour le même poste. C'est la première fois qu'une personne non britannique occupe le poste de gouverneur de banque centrale là-bas. Ouais. Donc, il a travaillé dans ce poste-là pendant plusieurs années. Il a vécu le Brexit aussi, qui est le retrait du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Fait que ça, c'est un peu son parcours. Donc, je te pose la question. Premièrement, est-ce que tu as remarqué quelque chose pendant son parcours? Sinon, à quoi on pourrait s'attendre de Mark Carney, en fait, comme premier ministre du Canada? Le slogan, on peut dire en ce moment, c'est développer l'économie la plus forte du G7. Parce que je pense pas que c'est anodin qu'on utilise ce slogan-là, parce que le Canada, dans le G7, en a vraiment tiré de la patte dans la dernière décennie. Il y a beaucoup de mots qui se passent à travers l'économie canadienne, à quel point c'est difficile. On parle même de décennies perdues au Canada en termes de croissance économique, puis on va y revenir un peu plus tard parce qu'il y a des données assez choquantes là-dessus. Les mots qu'on utilise, on utilise intelligence artificielle. On pense que ça va pouvoir, si tu veux, améliorer l'efficacité de l'État puis diminuer les dépenses. Fait qu'on parle de diminuer les dépenses en ce moment au point de vue de Mark Carney. Veut pas, Parti libéral avait cette image-là de dépenser énormément depuis 10 ans. Fait qu'on essaye un peu de changer, je crois, cette image-là pour essayer d'incarner un changement. Fait qu'économie la plus forte du G7, intelligence artificielle qu'on voit ici, équilibrer les budgets avec ça, devenir une superpuissance en énergie propre, bâtir plus de logements. Ou si on pense que
veux pas la situation au Canada, puis je pense que ça parle aux gens de parler de ça. Moi, Sam, ce que je remarque, puis ce qui me frappe le plus avec l'économie du point de vue de Mark Carney en ce moment, c'est que, veut pas, Mark Carney était conseiller sous l'ère de Justin Trudeau en termes de l'économie. Donc, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a demandé ses conseils, si tu veux, dans la réponse à la COVID, comme tu as dit tout à l'heure. Puis ça, je pense que c'est probablement sa tâche ou la chose qu'il va devoir essayer de convaincre les gens qui s'en dissocient d'une manière. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on parle de décennies perdues au Canada. Puis c'est pas juste moi qui dis ça, on peut voir ça dans certains médias. Puis il y a un post d'ailleurs qui a été assez viral sur X récemment. C'est sorti dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la croissance économique par habitant depuis 10 ans. Fait que qu'est-ce que, ajusté à l'inflation, est-ce qu'on est vraiment plus riche par habitant depuis 10 ans au Canada? Okay? Puis on regarde le graphique ici. Puis honnêtement, je trouve ça un peu gênant. Personnellement, j'en reviens tout simplement pas. Puis on peut bien trouver que les choses coûtent plus cher au Canada depuis 10 ans, puis que le coût de la vie est vraiment plus difficile. Parce que économiquement, on n'a juste pas été au rendez-vous. Tu regardes tous les autres pays industrialisés qui sont sur la liste en ce moment, puis de voir le Canada qui devrait techniquement suivre ces pays-là là, facilement, avec toutes les ressources naturelles qu'on a, toutes les compétences qu'on a au Canada, de voir que ça a été seulement ça notre résultat. Ben écoute, va falloir que Mark Carney convainc les gens que ça sera pas une autre décennie de ce genre-là. T'sais. On dirait que je vois deux scénarios qui sont possibles là, pour Mark Carney en tant que premier ministre. Le premier scénario, justement, tu l'as dit, il aimerait couper dans les dépenses. Il a vu à quel point Justin Trudeau a dépensé beaucoup pendant son mandat. Donc, il a été gouverneur de la Banque centrale du Canada. Il a vu à quel point dépenser beaucoup, ça peut faire quoi sur l'économie. Donc, c'est peut-être ça qu'il va vouloir faire, viser à garder un ordre monétaire assez stable, une croissance stable, pas trop de dépenses ou des dépenses bien ciblées. Peut-être réduire la dette aussi, ça peut être un de ses objectifs. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, par contre, qui, selon moi, pourrait se produire, c'est, j'ai remarqué pendant son parcours en tant que gouverneur de Banque centrale belge, qu'il n'a jamais eu vraiment à augmenter les taux d'intérêt suite à une autre période d'inflation. Fait que je me dis, est-ce qu'il est sensible à ça? Parce que quand tu ne l'as jamais vécu, est-ce que tu vas vraiment prendre ça en compte que des périodes de haute inflation, ça peut arriver? Ben c'est sûr que tu penses à ça, baisser des taux d'intérêt, c'est bien plus populaire que les monter. T'sais. C'est plus le fun, exact. C'est ça. Donc, dans un deuxième scénario, je vois ça un peu. Il va mettre beaucoup d'incitatifs pour stimuler l'économie. Est-ce que ça pourrait ressembler un peu à la stratégie que Justin Trudeau avait au début de son mandat, rappelle-toi? Donc, je regarde un peu ses premières mesures, ses premières promesses en campagne électorale. Investir plus dans le budget de l'armée pour rattraper certains critères. Il a promis une baisse d'impôts également. Faciliter l'accès à l'assurance emploi. Augmenter le financement aux organismes, tout ça. Je parle pas des tarifs de Trump aussi qui pourraient amener à dépenser plus tout court. Donc, ça, c'est une autre option. Puis, ça reste à voir si ces mesures-là qu'il va prendre, ça va vraiment faire augmenter la productivité ou ça va juste augmenter la dette encore plus. Écoute, Sam, garde, j'ai des choses pour la suite de l'épisode. J'ai des choses très épicées à te proposer, à te montrer. Parce que Gen B, vous pouvez voir dans le background juste ici, on aime bien ça le Bitcoin. Puis, on a creusé les propos de Mark Carney. C'est quoi son opinion sur le Bitcoin, en fait? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Il s'est prononcé là-dessus dans son parcours de banquier central. Puis, Sam, je te montre un rapport qu'il a fait justement avec la Banque d'Angleterre en 2018. Il y a quelques lignes sur le Bitcoin là-dedans. Okay? Je te montre ça. C'est un speech sur le futur de la monnaie qu'on a ici en format PDF. Puis j'ai bien sûr regardé ce speech-là pour essayer de trouver les lignes qu'on pourrait trouver sur le Bitcoin parce qu'on parle quand même de futur de la monnaie. Fait qu'on sait, Sam, on compare souvent Bitcoin à de l'or numérique, si tu veux. Il y a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent à l'or là-dedans. L'or, c'est rare. C'était une réserve de valeur pendant des milliers d'années. Bitcoin aussi est rare, même si c'est numérique. Il
il y a un principe de rareté avec seulement 21 millions d'unités. Puis c'est cité dans le document aussi. Mark Carney s'est énoncé en disant de recréer un système où est-ce que les monnaies sont basées sur l'or, ce qu'on avait il n'y a pas si longtemps dans les années avant 1971. Recréer un étalon d'or mondial, mais virtuel, à la Bitcoin, serait un acte criminel d'amnésie monétaire. Ou est-ce que, selon lui, avoir une monnaie qui est basée sur l'or, par exemple, qui est basée sur un principe de rareté, fait que ça te permet d'avoir la certitude que ta monnaie va préserver un peu de valeur au minimum, ben c'est pas une bonne chose. Puis je pense que ça, c'est tout à fait ouvert au débat, puis ça peut être son opinion de banquier central par rapport à ça. Il y a un site vraiment cool que j'invite l'audience à aller voir qui s'appelle WTF Happened in 1971. Là, j'ai traduit ça vraiment bizarre. Mais ça montre tout plein de graphiques où est-ce qu'avant 1971, où est-ce que la monnaie était basée sur l'or, tu vois vraiment un changement dans les données économiques. Du moment que notre monnaie n'était plus basée sur l'or, on a vraiment pris une genre de dérive économique qu'on a de la misère à expliquer pourquoi. Mais c'est tellement plein de graphiques avec l'accumulation qu'on voit qu'après 1971, il y a plein de choses qui ont changé dans la société. Ben, ça fait beaucoup réfléchir face à ça. Mark Carney s'est énoncé en disant qu'en ce moment, Bitcoin, c'est pas vraiment un bon moyen d'échange parce que au Royaume-Uni, en ce moment où est-ce qu'il était banquier central, ben, il y a seulement quelques compagnies qui acceptent le Bitcoin comme paiement. Puis aux États-Unis, il y a peut-être à peu près 500 sites en ligne qui le font. Fait que c'est pas vraiment un bon moyen d'échanger de la valeur, si tu veux. Puis ça, pour moi, ça me démontre on n'a aucune vision à long terme sur cette technologie-là du côté de Mark Carney avec cette déclaration-là. Parce que n'importe qui étudie ça sérieusement comprendrait qu'une technologie comme ça, ben, c'est pas en 15 ans qu'on va se mettre à l'avoir partout puis l'accepter, puis que les gens soient payés avec. Veux pas. C'est un processus qui prend du temps, puis les gens commencent à s'intéresser à Bitcoin comme réserve de valeur en ce moment avec les FNB qu'on a vus aux États-Unis en 2024. Ça commence à être démocratisé, si tu veux. Fait que le moyen d'échange va venir vraiment après. Puis juste pour te montrer quelque chose de fun, Sam, c'est tous les commerces physiques dans le monde qui acceptent le Bitcoin en ce moment. Fait que si tu acceptes le Bitcoin, tu peux t'enregistrer sur ce site-là pour le montrer aux gens qui en ont pour stimuler la dépense de cette monnaie-là. Tu vois, aux États-Unis, il y en a déjà beaucoup plus que 500 au total qui l'acceptent. On a pas loin de 2000 en Amérique centrale qui l'acceptent. Il y a le Salvador qui est là. D'autres pays, d'autres communautés, qui a des économies circulaires qui se développent là. Fait que on voit partout dans le monde, il y a des centaines, voire milliers de commerces qui commencent à l'accepter. Puis, veux pas, on est tellement tôt avec ça. La réserve de valeur va venir avant, si tu veux, comme utilité du Bitcoin. Fait que juste savoir ça, que ça a déjà beaucoup évolué depuis son speech, ben ça te montre que, ben c'est quoi, c'est une révolution qui prend du temps, si tu veux. Troisième partie de son speech, Sam, c'est que Mark Carney dit que c'est presque non existant comme unité de compte, le Bitcoin, en ce moment. Où est-ce qu'il y a personne qui mesure la valeur des choses avec le Bitcoin. Il n'y a personne qui a ses livres comptables en Bitcoin. Mais encore là, on revient à ça. Si il commence à avoir des gens qui l'aiment comme réserve de valeur, il y a très très peu de gens qui l'échangent au quotidien. Ben, c'est normal que d'un point de vue de société, ben, il n'y a pas grand monde qui vont mesurer la valeur avec le Bitcoin à l'heure où on parle actuellement. Fait que ça va être vraiment la dernière étape. Mais avoir l'adoption de Bitcoin, à quel point c'est rapide, ben, on peut pas dénier qu'on pourrait vivre dans un futur que quelque chose comme ça arrive. T'sais. C'est ça, c'est qu'il se plonge pas vraiment dans le futur. Il est plus en mode, je pense, on l'utilise pas en ce moment comme monnaie, ça marchera pas. Si on peut résumer un peu, là, il est pas utilisé comme unité d'acompte, il est pas utilisé, il est utilisé comme réserve de valeur, là on le voit bien, mais il est pas utilisé vraiment de manière mondiale pour transiger pour des biens. Fait que ça marchera pas. C'est un peu ça, on dirait, qui se dit. Puis je veux un peu pousser la réflexion sur le thème de réserve de valeur parce qu'il s'est prononcé là-dessus. You said pretty bluntly in your speech, Governor, that Bitcoin has failed or has largely failed as a currency. What do you mean by that? Well, it's there's sort of three ways to measure a currency. First, is it a store of value? Is it reliable? Does it hold a stable value? I mean, clearly, anyone who looks at on your Bloomberg screen the volatility of Bitcoin, it's 10 times more volatile than sterling. It's not a stable core hold of value. Donc, ils considèrent pas ça comme réserve de valeur justement parce que le prix du Bitcoin est trop instable. Mais je voudrais peut-être exprimer, Belge,
le dollar canadien ressemble à quoi en ce moment? Parce que quand tu l'exprimes en dollars américains, tu te dis, ça ressemble pas à quelque chose qui est stable Ouais. par rapport à une monnaie. Là, on a perdu 8% de la valeur du dollar canadien. Puis tu regardes, tu sais, il y a des hausses, il y a des baisses. Ça, c'est juste le dollar canadien exprimé en dollars américains. Tu regardes le peso argentin Aïe, par aïe. rapport au dollar canadien. Ça, c'est de quoi qui est... On peut pas dire qu'il est volatile, mais on peut dire qu'il est volatile, mais vers le bas, en fait. Donc, tu te dis, ça vaut quoi une monnaie que tu le sais que ça va perdre sa valeur avec le temps par rapport à Bitcoin, que au moins ça suit le marché, au moins ça prend de la valeur avec le temps, parce que c'est rare. Mhm. Fait que c'est un peu relatif là, quand tu dis Bitcoin ne peut pas être une monnaie trop instable, trop volatile. Ben, c'est une question un peu de perspective. Si tu compares plein de monnaies dans le monde qui se font gruger par l'inflation, tout simplement. C'est ça, c'est pas tout le monde qui ont le luxe d'avoir accès à des monnaies qui sont pas pires sur le court terme. Parce qu'à long terme, n'importe quoi, les monnaies ont de l'inflation, perdent de leur pouvoir d'achat. Fait que Store of Value, il parle vraiment de court terme. Ou est-ce que c'est très court terme comme philosophie, mais n'importe qui pense à l'épargne, puis épargner, si tu veux, dans une monnaie, ben, le faire avec nos monnaies traditionnelles, ça a une limite, veux pas, parce que même si tu le fais, t'as bien beau être un super épargnant, mais l'inflation va gruger tout ce que tu épargnes. Exact. Donc, ça va être intéressant de voir si Mark Carney va... Parce que je pense qu'il comprend assez bien là, des thèmes de l'économie. Donc, est-ce qu'il va changer de perception un peu avec Bitcoin? Puis, on rappelle aux gens de s'abonner à la chaîne si vous voulez pas manquer notre profil de Pierre Poilievre. La semaine prochaine, on couvre les 2 grands candidats canadiens qui pourraient devenir Premier ministre du Canada. On parle de plein de choses à Gen B. On aime bien sûr le Bitcoin. Laissez-nous un j'aime si vous avez aimé ce format-là. Puis comme je répète, laissez-nous un abonnement, ça nous fait toujours très plaisir. Et laissez-nous savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Mark Carney et ses propos sur le Bitcoin ou son plan en général. Toujours content de vous lire. Ben, j'étais bien le fun encore une fois. On va se dire à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Gen B in the house, see you next week. Talking about BTC, Bitcoin on your screen. Gen B.